Donc on va démarrer. Je vais te laisser la place pour nous accueillir. Vraiment, merci beaucoup à toi et ton comité, à ton engagement sur l'organisation de ce congrès, à toute ton équipe. Et je te laisse le... Alors, il y a encore quelques personnes, j'essaye de combler pour que... Voilà. Il y a en effet encore beaucoup de monde là, à l'accueil. On espère que des problèmes techniques que nous avons rencontrés hier, c'est du passé et qu'on va avoir un excellent congrès. Amy, à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour à tous, à tous. Donc, je vous souhaite à tous vraiment la bienvenue pour ce 4e congrès national de l'Association française des hémophiles. Donc, je suis Émilie Capel, je suis la présidente du Nord-Pas-de-Calais et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je vous attends, c'est le temps d'une épidémie. Et le temps qui nous a paru si long encore hier, ça y est, on y est, nous y voilà enfin. Donc, je vous avoue, pétrifiée là d'être devant vous. Je suis pétrifiée vraiment parce que je suis une très grande timide en réalité. Et puis un jour, j'ai été maman d'un hémophile. Et puis j'ai choisi pour lui de faire bouger les choses. Et puis j'ai choisi pour lui et pour les autres petits hémophiles. Et puis nos papas, tous nos seniors qui sont là. Et puis j'ai découvert les autres maladies hémorragiques rares. Et puis j'ai voulu déplacer des montagnes. Et c'est ainsi que j'ai rencontré l'AFH. Alors dans l'AFH, c'est des bénévoles qui avaient envie de faire évoluer les choses, de faire bouger. Donc je me suis retrouvée là et ça m'a fait... je me suis vraiment retrouvée à ma place d'avoir envie vraiment de garantir à la fois des soins pour tous, partout, et une qualité de vie qui permette à chacun de vivre comme chacun l'entend, comme on a envie de vivre et de travailler selon ses envies. Donc aujourd'hui, je fais partie de cette belle famille qu'est l'AFH et je suis très heureuse de vous accueillir ici, tous, à Lille, pour participer à cette belle aventure humaine qu'est le congrès. Donc ici, vous allez rencontrer des gens qui sont très riches, à la fois de leur expérience humaine, de leur expérience professionnelle, des gens tous très riches comme chacun d'entre vous. Donc ce congrès est également ouvert en ligne pour ceux qui ne pouvaient être présents physiquement ce week-end. Donc j'espère que le contenu de chacune de ces conférences vous conviendra à tous et vous plaira. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis qui sont malades, qui n'ont pas pu venir, eux ou leurs proches. Et je leur envoie tous mes vœux de prompt rétablissement. Je salue également tous nos amis qui sont à l'international et qui nous suivent aujourd'hui par Internet. Et je souhaite vraiment que nos expériences partagées à tous nous enrichissent mutuellement. Pardon. À tous, je vous souhaite donc la bienvenue et je vous souhaite un très très bon congrès de l'AFH. Merci beaucoup, Amy. Pour ces mots, pour ces mots d'accueil de bienvenue. C'est vrai que ça fait 4 ans, c'est long 4 ans. Exactement, donc c'est vrai que la dernière fois on s'est vu pour un congrès, c'était en ligne, en 2020. C'était prévu pour Lille, mais bon, vous connaissez les circonstances. Donc ça fait plaisir de se retrouver pour ce 47e congrès de l'AFH. Ici à Lille, merci encore à toi, Amy, et à ton équipe pour cet accueil. Ah, c'est moi qui ai bougé ça, j'aurais pas dû le bouger. Flèche à gauche, c'est comme ça. Ok. Allez, c'est sensible. Mais ça marche. On peut se dire, ça marche. Donc tout va bien. Accompagner la transformation, demain n'est pas si loin. Ce congrès, c'est pour nous tous, c'est pour notre communauté. Quand je parle de la communauté, bien sûr, c'est les patients, mais ce n'est pas que, c'est aussi les professionnels de santé de la filière mémo. Pour nous tous ensemble, débattre de ce sujet, de ces sujets, et de se positionner aussi pour notre communauté sur pas mal de points que l'innovation thérapeutique, je pense, va apporter
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le monde des maladies rares au niveau macro. Hier, j'étais à l'Alliance au congrès de l'Alliance maladies rares. Et le sujet, c'était, bien sûr, on est en train de finir un plan maladies rares 3. Il est en train de se terminer. Donc, il y a la discussion d'un nouveau plan maladies rares, plan national maladies rares 4. Est-ce que c'est si acquis que ça, d'avoir un quatrième? C'est la question. Donc, ça fait plaisir de se retrouver pour ce 47e congrès de l'AFH. Ce congrès, c'est pour nous tous, c'est pour notre communauté. Quand je parle de la communauté, bien sûr, c'est les patients, mais ce n'est pas que, c'est aussi les professionnels de santé de la filière mémo. Pour nous tous ensemble débattre de ce sujet, de ces sujets, et de se positionner aussi pour notre communauté sur pas mal de points que l'innovation thérapeutique, je pense, va apporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le monde des maladies rares au niveau macro. Hier, j'étais à l'Alliance au congrès de l'Alliance maladies rares. Et le sujet, c'était, bien sûr, on est en train de finir un plan maladies rares 3. Il est en train de se terminer. Donc, il y a la discussion d'un nouveau plan maladies rares, plan national maladies rares 4. Est-ce que c'est si acquis que ça, d'avoir un quatrième? C'est la question. En tout cas, c'est à travers les conversations, de s'arrêter là, d'arrêter un plan national sur les maladies rares, ce serait dommage parce qu'on est vraiment au milieu du gué. On voit très bien l'organisation, la coordination qui se met en place sur le plan national et sur la prise en charge des maladies rares. C'est un vrai sujet, c'est 3 millions de personnes. Donc il y a ce sujet-là pour l'AFH qu'on devra faire entendre la voix des personnes concernées par les maladies hémorragiques constitutionnelles. Pour rappel, on participe au comité opérationnel et au comité stratégique de la Direction générale de l'offre de soins pour le plan maladies rares 3. Donc on a notre voix, on a à se positionner sur ce sujet. On a aussi la relabellisation des centres de référence qui va arriver. La publication de l'appel à projet va se faire. Donc cette labellisation a une durée de 5 ans. Donc tous les 5 ans, il y a un renouvellement. Donc là aussi, il va falloir que notre communauté, l'AFH, les professionnels de santé se positionnent sur ce sujet-là très rapidement, d'ici la fin de cette année, pour qu'ensuite, en début 2023, il y ait une officialisation des centres de ressources et de compétences et des centres de référence. Et puis, l'accompagnement, la transformation, c'est aussi l'innovation thérapeutique que nous connaissons dans notre domaine. On pourrait presque parler d'avalanche d'innovation thérapeutique. C'est vrai, c'est quelque chose que nous n'avons pas connu de façon, sur les 30 dernières années, c'est vraiment, on va dire, unique dans notre domaine. C'était un peu je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce n'était pas le calme plat, mais en tout cas, il y avait une évolution, mais très lente, et d'innovation thérapeutique que nous connaissions, que nous savons utiliser. Aujourd'hui, il y a vraiment une innovation thérapeutique qui change cette connaissance, et ça demande de l'accompagnement, ça demande de la transformation, ça demande de la réflexion, ensemble, nous tous, sur ces sujets, sur ces innovations qui sont complètement différentes de ce que nous connaissons, de ce que nous avons utilisé jusqu'à présent. Donc ça demande aussi un accompagnement, une réflexion. Sur ce sujet, il y a plusieurs points que nous devons vraiment réfléchir. L'innovation, elle est là, mais est-ce que l'innovation rythme avec accès? Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Vigilance de la part de notre communauté sur cet accès réel de cette innovation thérapeutique. Il y a plusieurs sujets. Je ne vais pas débattre là, parce que mais c'est un point d'attention que nous devons avoir. Le deuxième point, c'est l'accompagnement, la compréhension de ces innovations, du fonctionnement de ces différentes innovations thérapeutiques par tous, par toute la communauté. Et quand je dis communauté, je rappelle, c'est les patients, bien sûr, les parents,
mais aussi les professionnels de santé. Ces innovations-là sont tellement différentes de ce que nous avons l'habitude de connaître que cette information, cette communication, cette connaissance doit être vraiment partagée, doit être vraiment accompagnée pour vraiment permettre une prise de décision médicale partagée réelle. Et puis bien sûr, je pense que cette innovation thérapeutique va aussi apporter un changement sur l'organisation des soins et le suivi. Donc là aussi, il va falloir que notre communauté réfléchisse, se positionne sur des sujets extrêmement importants parce que ça va être aussi l'avenir de l'organisation des soins, de notre domaine dans les années à venir. Alors ça ne va pas arriver demain, mais ça va arriver quand même assez rapidement pour certaines thérapeutiques. Ensuite, est-ce que c'est la fin? Je ne pense pas. Il y a bien d'autres accompagnements, transformations qui doivent se faire. Il y a le sujet des femmes, que ça doit évoluer, qui est en train d'évoluer, c'est très bien, mais qui doit continuer. Il y a aussi le sujet des autres maladies hémorragiques constitutionnelles. Parce que bien souvent, aujourd'hui, cette innovation thérapeutique, elle se résume à l'hémophilie. Mais notre communauté, ce n'est pas que l'hémophilie, c'est aussi les maladies vibrantes, c'est aussi les pathologies plaquettaires, c'est aussi les autres troubles rares de la coagulation. C'est 15 000 personnes en tout. Pour certaines maladies rares, c'est une poignée de personnes, 5, 10, 30, 40, 50 personnes. Et ça, c'est aussi un vrai sujet pour nous, pour l'AFH. Cet accompagnement, cette transformation-là aussi, doit aller au plus profond, au plus loin, au plus largement possible de ces maladies hémorragiques constitutionnelles. Le sujet, ce sera aussi bien sûr sur la recherche. L'AFH s'était positionnée sur ce sujet. Est-ce que ça sera sur l'innovation thérapeutique ou est-ce que ça sera sur d'autres sujets en sciences humaines et sociales, sur d'autres sujets sur les séquelles des maladies hémorragiques constitutionnelles, notamment les séquelles articulaires. Voilà, ça c'est aussi quelque chose, un accompagnement, une transformation que l'AFH doit mener, que nous devons mener ensemble pour se positionner sur les années à venir. Et puis bien sûr aussi avec les seniors. Donc il y aura une présentation aussi bien sûr sur ce congrès avec une enquête, mais il y aura aussi quelque chose à réfléchir sur les seniors atteints de maladies hémorragiques constitutionnelles. Et puis bien sûr aussi, je pense, une réflexion à mener sur l'activité physique. Donc voilà, ça sera, j'espère, alors c'est beaucoup de choses, beaucoup de questions, je ne pense pas qu'on va réussir à échanger sur tous ces sujets, à répondre à toutes ces questions, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse débattre, on puisse s'exprimer sur ces sujets-là à travers ce week-end, de continuer cette conversation, parce que ce n'est pas un week-end, je pense, qu'on résoudra les problèmes ou les solutions ou les challenges que nous allons faire face, mais c'est s'engager sur ces réflexions-là collectivement et mener à bien préparer l'avenir pour les maladies hémorragiques constitutionnelles. Je vais maintenant inviter Annie Borel-Derlon, la présidente du conseil scientifique de l'AFH, pour peut-être officialiser l'ouverture de ce congrès, puis remercier peut-être toutes les personnes, notamment vous, qui avez travaillé énormément d'arrache-pied sur le programme. Donc Annie, c'est à vous. Merci Nicolas, je ne peux que m'associer à tout ce qu'il vient de dire et je ne voudrais pas prendre trop de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour toutes ces sessions. Je voudrais surtout remercier d'une part Émilie Cotta et Maryse Dien, et surtout Maryse qui, je pense, connaît le programme dans un sens, dans l'autre, les intervenants. Jusqu'il y a 2 jours, on changeait encore le programme et c'est peut-être même pas fini. Donc un grand merci parce qu'il y avait de quoi y perdre son latin. Comme Émilie Capel, j'ai une pensée assez émue pour Marc Jourdain, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, très actif en éducation thérapeutique au sein de l'association,
qui malheureusement n'est pas là et qui, pour des graves problèmes de santé, ainsi que mon adorable Johan Repessé, qui lui aussi a des problèmes familiaux graves, et nous pensons à eux avec beaucoup d'affection. Je veux remercier mes collègues aussi qui sont là, parce que je peux vous dire que c'est pas très facile de motiver les collègues pour venir passer un week-end ici, même si c'est fort sympathique et que je leur vante ce type d'activité. Mais la semaine dernière, ils étaient déjà très absents puisqu'il y avait le congrès d'hémostase et thrombose. Et donc, merci à vous tous. Je ne vais pas tous vous citer, mais voilà, je vous embrasse et je vous remercie d'être venus. Je vais passer la parole à Sophie Suzanne, avec beaucoup de plaisir, qui est une amie de longue date et qui est maintenant, depuis le départ de Claude Desgriers, le coordonnateur de la filière Mémo, et qui va vous faire une première introduction scientifique à ce congrès. Merci beaucoup. Merci Annie. Merci beaucoup Annie.